Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Merci Samuel. Notre invité ce matin n'est autre que Elad Chakrina. Alors on l'invite avec ses deux casquettes, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. La première casquette, c'est en tant que patron du COSEM, le président du COSEM. Elad Chakrina, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous voyez derrière vous, ces images sont bien à Mayotte. C'était il y a quelques semaines du côté de Tsunzu 2 où des voitures avaient été incendiées sur la route. Alors effectivement, elles sont impressionnantes ces images. On a le sentiment, Elad Chakrina, que on communique moins sur les faits divers, on explique un peu moins côté préfecture que y a encore et toujours de la violence et pourtant elle est toujours là. Oui, elle est toujours là, mais de manière, nous avons toujours dit que ça serait un problème qui serait traité sur le long terme, puisqu'à court terme, nous avons eu tout de même quelques avancées avec un préfet qui a mené des opérations coup de poing, ça il faut le reconnaître tout de même, mais ce n'est pas évidemment traiter le problème sur le long terme, et je l'ai toujours dit d'ailleurs, je l'ai toujours précisé que quoi qu'il en soit, nous savons que cette insécurité grandissante nécessite forcément à ce qu'il puisse y avoir une autorité, c'est-à-dire que l'autorité soit restaurée, parce que la délinquance aujourd'hui n'a plus peur de la justice ni des forces de l'ordre. Donc ça veut dire que si maintenant nous pouvons aussi avoir une coopération judiciaire avec des pays qui seront en mesure de pouvoir incarcérer toutes les personnes qui aujourd'hui sont devenues des multinationalistes. Mais vous y croyez à ça, Elad ? Moi j'y crois fortement, puisque je pense qu'à mon avis... C'est-à-dire que une personne, un étranger qui fait une incivilité ici sur le territoire français, à Mayotte, peut faire de la prison ailleurs ? Ça existe, bien sûr. Il y a des accords de coopération. Maintenant, il faut les mettre en place. Maintenant, il faut les appliquer. Mais en tout cas, ça existe. Vous savez, Magicavo, c'est devenu en fait un hôtel 5 étoiles pour la plupart des détenus. C'est-à-dire que certains y ont à manger, y ont aussi... On va pas se plaindre d'avoir une prison aux normes. Non, je dis pas qu'on va se plaindre, mais je dis juste qu'en tout cas, ça n'incite pas forcément à ne plus récidiver. Puisque là il est question justement d'un multirécidivisme, puisque la plupart justement des délinquants, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que généralement quand ils ont un casier long comme le bras, ça leur fait pas du tout peur de retourner de toute façon à Magicavo. Au contraire, de toute façon c'est même, j'ai envie de dire, un lieu où on retrouve des amis, où on retrouve aussi des personnes qui pouvaient commettre les mêmes actes que vous à l'extérieur. Donc on a eu plusieurs cas de cette nature-là, c'est-à-dire des individus qui avaient déjà été incarcérés, qui aujourd'hui se retrouvent aussi en train de récidiver. Donc il faut vider Mayotte maintenant de ce genre de parasites, c'est tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la prison française, notre système, n'est pas adapté alors, si je comprends bien. Il n'est pas adapté. Vous savez, la première chose que par exemple... C'est là où j'ai du mal à comprendre. On est un département ou on n'est pas un département et on réclame tout le monde, et certainement à juste titre, le droit commun, la mise en place aux normes, un CRA aux normes, une prison aux normes, etc. Ça y est, on est aux normes. Et on se dit, ça va pas, c'est pas adapté. Nous sommes aux normes, mais nous sommes dans un environnement régional avec autour des pays pauvres qui justement ont un système sanitaire, un système pénitentiaire qui évidemment correspondent absolument pas aux normes européennes. Et c'est la raison pour laquelle justement, la plupart, quand on voit souvent que ce soit des mineurs ou des majeurs qui sont déférés devant le procureur de la République, quand on leur demande quelles étaient leurs conditions justement de garde à vue, très souvent ils nous disent écoutez, je me suis pas pris des claques, tout s'est très bien passé, je n'ai pas été battu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de l'autre côté, on a un système qui est complètement différent. On a un système où évidemment, avec d'autres formes de types de normes, je dis pas qu'il faut appliquer ça en France, absolument pas. Mais par contre, je constate juste que visiblement ici, la prison ne fait pas peur, les forces de l'ordre ne font plus peur pour des personnes qui ont connu la guerre civile, qui ont connu justement on va dire un durcissement dans leur système pénitentiaire et aussi des conditions de vie qui sont beaucoup plus difficiles. C'est la raison pour laquelle je disais que chacun traite ses problèmes. Maintenant, il est important de vider Mayotte de ces personnes qui justement nous empoisonnent la vie, que ces personnes aillent se faire incarcérer dans leur pays d'origine. C'est pas compliqué. Alors, il y a un truc qui m'échappe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit que dans un pays où on respecte les droits de l'homme, notamment la France, on va pas mettre des gifles en garde à vue, on va avoir une prison aux normes. On se dit que c'est pas la solution. Donc, et comme on veut avoir les mains propres, on dit à nos voisins, faites le boulot. Allez-y, mettez-leur des gifles et mettez-les en prison parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Non, moi j'ai jamais été, je sais pas comment ça se passe. Je constate juste que vous payez des impôts. Vous savez très bien comment ça se passe. Quand on interpelle un individu,
c'est à peu près, quand on sait qu'à Mayotte, par exemple, vu la dangerosité de l'individu, ça peut être 10 personnes interpellées. C'est des forces de l'ordre, c'est un coup. Quand il y a des gardes à vue, c'est un coup. Quand il y a des magistrats mobilisés, c'est un coup. Quand ensuite il y a tout un système mobilisé pour justement faire en sorte qu'un individu ne puisse plus de récidiver de nouveau, c'est aussi un coup. Tout cela, c'est un coup. La prison, c'est un coup. Eh bien, nous aussi, nous avons nos propres problèmes. Le pays n'a plus d'argent. Je pense qu'à côté, à mon avis, il y a aussi un système qui fonctionne parfaitement bien en termes de dissuasion. Vous allez aux Comores, est-ce que vous allez retrouver de la délinquance ? Non. Vous ne retrouverez certainement pas la même délinquance qu'à Mayotte. C'est la raison pour laquelle nous disions que chacun traite ses problèmes. Nous avons nos propres problèmes, à nous de les traiter. Maintenant, les délinquants qui ne sont pas des ressortissants français, qu'ils aillent purger leur peine dans leur pays d'origine. Samuel, une réaction ? Oui, sur un domaine qui n'est pas forcément de la délinquance, mais de l'immigration en règle générale, qui est un véritable problème pour Mayotte. Quand on n'interpelle pas, mais on contrôle une personne, elle peut avoir un titre régulier. On l'a vu avec les expulsés de la place de la République. Obtiennent des papiers, sont sur le territoire, ce ne sont pas des délinquants parce qu'ils sont en situation irrégulière. C'est ce que dit le livre rouge, le code pénal maintenant, le code civil en tout cas. Pourtant, rentrer illégalement sur un territoire, et notamment la France, c'est illégal. Et quand une personne ne peut pas justifier d'un titre de séjour, mais d'un titre de transport ou d'un visa, c'est donc un délinquant. Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas cet argument pour justement alimenter un peu plus les reconduites à la frontière ? Je pense que déjà, au-delà de l'application stricte du droit, vous savez qu'il y a des considérations diplomatiques. Puisque, évidemment, nous sommes dans une situation où Mayotte n'étant pas reconnue par l'Union des Comores, Mayotte étant contestée au sein de l'Assemblée Générale des Nations Unies, il est toujours très délicat d'appliquer stricto sensu le droit. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons de toute façon un code de l'entrée des séjours des étrangers qui est dérogatoire du droit commun. Donc si maintenant on l'appliquait strictement, oui en effet ça correspondrait parfaitement bien à ce que vous dites, mais maintenant il y a des considérations humaines, il y a des considérations en effet diplomatiques encore une fois, et c'est là où la question justement est beaucoup plus délicate. Et c'est là où nous disions justement, moi je l'ai toujours dit, c'est que puisque notamment nos parents de quoi ça. On l'a dit, les chiffres sont extrêmement élevés. Les personnes qui rentrent de manière irrégulière à Mayotte, c'est quand même plus de 50 millions d'euros chaque année. Il faut détruire les Kwassa à la source. Les Kwassa, qu'est-ce que ça rapporte exactement aux autorités comoriennes et aussi aux autorités de manière générale qui sont dans cet archipel ? C'est plus de 7 millions d'euros chaque année. 7 millions d'euros, vous imaginez un peu ce que c'est ? C'est un business extrêmement lucratif. Donc si maintenant nous ne détruisons pas, évidemment, ces barques à la source, eh bien croyez-moi, on n'en finira pas de payer, on n'en finira pas de parler de délinquance et d'insécurité en permanence. Alors, c'est quoi la solution ? Parce que, en clair, vous dites, il faut voir ça, on va mettre des noms, voir ça avec les Comores pour que cette délinquance ou cette immigration, pour ceux qui font le lien entre délinquance et immigration, diminue, il faut trouver une solution avec les Comores. Vous le disiez tout à l'heure, les Comores, un pays extrêmement pauvre, l'un des pays les plus pauvres au monde, c'est compliqué. Quand vous disiez tout à l'heure que les délinquants fassent leur peine là-bas, on vient de recevoir un SMS qui dit oui, mais ils vont négocier leur sortie et ils vont revenir dès le lendemain matin. Oui, mais parce qu'il y a des quoi ça. Parce qu'il y a des barques d'infortune. Alors, évidemment, la solution sur le long terme... Dans un pays l'un des plus pauvres au monde, vous allez supprimer 7 millions d'euros de business. Non, ça marchera jamais. Oui, non, attendez, mais je dis pas que la solution miracle serait à court terme. Mais sur le long terme, il va bien falloir quand même que cette région puisse se développer, qu'il puisse y avoir une division régionale du travail. Comment se fait-il que ces territoires n'ont même pas la capacité de pouvoir se structurer sur le plan agricole ? Parce que ce qui fait fuir les gens, c'est quoi ? C'est la nourriture. Il y a déjà une absence d'autosuffisance alimentaire. Et puis deuxièmement, il y a une insuffisance en matière de santé, en matière d'éducation, et puis tout simplement en matière de confort de niveau de vie. Bon, si maintenant on avait cette capacité à pouvoir développer sur le plan régional, c'est-à-dire à pouvoir créer justement ce désenclavement maritime, qu'il puisse y avoir des échanges commerciaux. Je prends juste un exemple. L'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien, on n'en parle jamais assez. Alors que c'est quand même une structure qui est formidable. C'est le bras armé économique de la Commission de l'océan Indien. Justement, parmi les propositions avancées par l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien, c'était de faciliter la circulation des businessmen dans la région. Alors, il y a eu plusieurs propositions. Ces propositions sont lesquelles ? De pouvoir, par exemple, créer des structures, des coopératives un peu partout, de pouvoir aussi, par exemple, créer... Vous vous souvenez, par exemple, à Madagascar, on avait souhaité créer aussi des abattoirs. Alors, mais ça, on entend parler de ce projet-là depuis des années. Il n'y a rien qui boit le jour. Tout simplement parce que de l'autre côté, on ne joue pas le jeu. De l'autre côté, le problème majeur, c'est la corruption.
Le problème, c'est que justement, nous avons des autorités qui s'engraissent éperdument, qui de toute manière sont des multimillionnaires et leur population qui crève de faim. Donc il y a un écart quand même qui est insupportable. Alors à un moment donné, on tape du poing sur la table, c'est pas compliqué. Comme on l'a fait par exemple avec l'ancien président de Madagascar, Andry Rajoelina, où on lui a clairement expliqué que de toute façon, il va falloir céder le pouvoir, sinon votre passeport, vous pouvez plus rentrer en Europe, vous pouvez plus rien faire du tout. Je pense qu'on a les moyens de contraindre, à mon avis. Vous savez parfaitement que de toute façon le Front comorien est dirigé par la Banque de France, que tout passe par Paris. Et c'est la raison pour laquelle justement il est important d'un moment donné de pouvoir visser, de dire bon maintenant on arrête un peu, on arrête de jouer, vous avez assez d'argent comme ça, vous êtes des multimillionnaires, votre population souffre, Mayotte devient un gouffre, ça veut dire que il va commencer à traiter cette question à l'échelle régionale, donc la Commission de l'océan Indien, mais pas que, puisque apparemment ça ne fonctionne pas la Commission de l'océan Indien. Il est important également de commencer à impliquer les autres pays de la zone, notamment le Mozambique, qui devient progressivement une puissance régionale. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Elad. Oui, sans transition, c'est un autre pan de l'actualité. La question est simple. Fallait-il rejeter la proposition de loi de changement de scrutin de Mohamed Taniswali ? Pour moi, non. Je suis très clair là-dessus, mais je n'incrimine absolument pas la majorité au Sénat en France On métropolitaine. rappelle que vous êtes républicain. Oui, tout à fait, je ne l'incrimine pas. Ouais. Parce que le Sénat s'est appuyé sur la délibération du 28 juin du Conseil départemental. C'est ça. Alors, les sénateurs qui se trouvent en France métropolitaine, sénateurs de l'Ardèche ou de je ne sais quel département, vous croyez sincèrement qu'ils connaissent véritablement la situation à Mayotte ? Non. Évidemment, ils vont s'appuyer sur un rapport qui existe. Et cette délibération justement du Conseil départemental qui émettait ces conditions, c'est-à-dire de passer à 51 conseils départementaux, de pouvoir aussi concorder les élections régionales en même temps que celles qui se feraient à Mayotte. Bon, il y a eu un certain nombre de propositions formulées par le Conseil départemental. Mais de là à avoir une position radicale, je trouve qu'à mon avis, c'est dommage, puisque avoir plus de conseillers départementaux, c'est très bien. Maintenant, on n'a pas eu les 51. Si maintenant nous en avons 39, c'est déjà une avancée. 39, ça veut dire qu'en fait, c'est déjà avoir beaucoup plus le temps de pouvoir analyser des textes de loi, de pouvoir analyser des dossiers, de pouvoir analyser des projets, puisque vous savez très bien que les conseils départementaux, très souvent, ils ont aussi leur emploi principal à côté, et ce qui leur laisse évidemment une marge de manœuvre très très limitée pour pouvoir travailler là-dessus. Et enfin, la question de la majorité au conseil départemental, là aussi, il faut quand même souligner. Vous savez qu'ici, c'est souvent ce qu'on appelle des macédoines, puisqu'il n'y a pas une majorité claire, et quand il n'y a pas de majorité claire, il n'y a pas de politique publique définie clairement. Dernière question, c'est fini, le temps de parole est déjà terminé. Vous êtes toujours candidat à la députation, on est d'accord là-dessus ? Oui, tout à fait. Toujours républicain. Est-ce qu'aujourd'hui vous en savez un petit peu plus ? Si vous êtes plus Sarkozy ou juppéiste ? Sarkozyste. Sarkozyste. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais non, c'était très clair. Pour moi, la tendance, elle est très claire. C'est-à-dire que nous avons un ancien président de la République qui a départementalisé Mayotte. Vous savez que Mayotte, personne ne voulait en entendre parler. Personne ne voulait entendre parler de la départementalisation de Mayotte. Pourquoi ? Trop loin, c'est des Noirs, c'est des musulmans. On a un président de la République qui a pris ses responsabilités et qui a dit, écoutez, ce ne sont pas non plus des sous-citoyens, ce ne sont pas non plus des sous-français, on va départementaliser Mayotte. Il l'a dit clairement. Il l'a fait. Il l'a dit, il l'a fait. Donc, à partir de cet instant-là, je crois qu'à mon avis, il est parfaitement bien légitime que nous rendions hommage à celui qui nous a donné un statut que nous demandions depuis plus de 60 ans. Le contraire serait quand même de l'ingratitude. On y reviendra. Merci beaucoup, Elad Chakrina, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu clairement à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.